3, 4. Oh là, ça, on nous entend bien ici, c'est super. Ah, selon les scènes, on nous entend différemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vous cache pas que c'est une chance de l'avoir parce que la promo, il n'aime pas beaucoup, les salons du livre encore moins. Donc merci d'accueillir Philippe Dian. Non, j'ai dit accueillir, zut quoi. Voilà. Philippe Dian, vous êtes auteur d'une trentaine de romans, mais aussi de récits, de nouvelles, d'une pièce de théâtre, scénariste, traducteur de Martin Krimp et de Harold Pinter, parolier pour Stephen Eicher, on en a parlé hier. Vous publiez chez Flammarion, sans compter votre nouveau roman. Il fait un froid de canard ce soir, et le vent souffle en bourrasque, chargé d'humidité. C'est la toute première phrase du roman. Alors il y a deux choses intéressantes. Est-ce que vraiment, vous qui écrivez vos romans phrase après phrase, on pose la première avant de poser la deuxième, est-ce que c'est vraiment la première phrase que vous avez posée? Oui, c'est la première phrase qui marche. Oui, oui, il marche, mais il faut vraiment que vous parliez tout près, tout près. Oui, c'est alors peut-être le mien est plus fort. Oui, c'est la première phrase parce que je ne sais pas faire autrement. C'est elle qui me donne d'un seul coup des indications dont je vais pouvoir me servir pour développer l'histoire après, mais je pense que les gens commencent à comprendre que ce n'est pas les histoires qui m'intéressent au premier chef. Donc, non, je suis intéressé par la météo tout de suite. C'est ça. Alors la météo, c'est toujours très important dans vos romans. Là, je ne comprends pas que ça puisse ne pas être important. Parce qu'un personnage, s'il fait jour ou s'il fait nuit, si c'est l'été, si c'est l'hiver, il n'est pas dans la même humeur et il va réagir différemment. Donc il faut savoir dans quelle situation la première phrase me met au niveau de la météo. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une situation. Voilà, ça démarre. Et c'est une phrase qui en entraîne une autre en fait. Donc ce matin, en venant à Palexpo, il pleuvait un peu et tout, vous vous êtes dit... C'est parti. Oui, c'est parti. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Vous dites souvent que les histoires ne sont pas importantes, vous venez de le répéter, que les histoires, il y en a plein les journaux. Pourtant, dans ce roman-là... C'est pas qu'elles ne sont pas importantes. C'est que c'est pas ce qui m'intéresse ouais, au premier chef. C'est ça. Oui, elles sont importantes, mais comment écrire un roman où il n'y aurait pas d'histoire? C'est pas possible. Il y a forcément une histoire ou une non-histoire. Mais il y a quelque chose. Donc on ne peut pas être complètement dans le vide à moins d'écrire de la poésie, mais ça c'est autre chose, on en parlera peut-être après. Oui, mais dans certains de vos romans, il y a une histoire assez ténue avec souvent un point de bascule qui arrive dans les dernières pages. Là, dans ce roman-là, je trouve qu'il y a une histoire un peu plus épaisse et surtout des personnages, beaucoup de personnages et avec de l'épaisseur. J'ai toujours l'impression qu'il y a un petit peu d'épaisseur et les personnages, je ne les dessine pas avant, donc ils interviennent un petit peu au fur et à mesure, mais là je sais pas, il n'y en a pas non plus, il y en a 5 ou 6, non plus que ça. Alors, je me suis fait un petit pense-bête sous force de... Alors, il y a évidemment... il y a Gabi, il y a Sylvia, il y a Nathan, il y a Patrick, il y a Robert, c'est ça, il y a Nicole, il y a Richard. Oui, là, ce que je croyais, ouais, ça fait du monde, Bah oui, donc ça fait du monde, mais ils interviennent comme ça, mais qu'en même temps, c'est un petit peu... c'est des cercles familiaux souvent, donc c'est des gens qui ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Donc il y a forcément, s'il y a un personnage en place, ça en génère d'autres qui sont forcément autour. Et là, il y a encore peut-être un deuxième cercle où il y a d'autres personnages, mais je laisse un peu les personnages faire un petit peu ce qu'ils veulent. Souvent, j'anime des ateliers d'écriture, donc j'essaie d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça s'appelle marcher sur la queue du tigre. Ouais. Ça dit assez bien ce que ça veut dire. Ouais, ça peut être intéressant de marcher sur la queue du tigre, ça peut être dangereux en même temps, donc on ne sait pas trop. Mais c'est comme je mets des personnages dans une boîte, comme dans une boîte à chaussures, je les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais dans cet espace-là. S'il y en a un qui veut sortir de la boîte, je le laisse un petit peu. S'il m'indique une nouvelle direction, ça m'intéresse, je continue. Sinon, je le reprends et je le remets dans la boîte. Et c'est tout, je regarde comment ça se passe et j'écoute surtout. Mais ça doit venir du fait que je suis né avec une oreille en moins. Donc l'environnement sonore est très très important et qui peut en même temps générer des situations un peu particulières. Je me souviens quand j'étais lycéen, que je prenais le métro, quand il y avait un peu de foule, il y avait des gens derrière moi qui me disaient « sortez ». Et moi j'entendais pas, donc d'un seul coup les portes se refermaient et pour arriver à l'autre station c'était toujours un peu
l'ambiance n'était pas Ouais, terrible. vous Parce vous que y je l'entendais engueulez pas. du coup, oui. Mais bon, oui, c'est simplement pour dire que c'est la sonorité des phrases, je vois plus le monde dans lequel je vis, il est plus pour moi traduit comme une mélodie un peu. Et l'idée, c'est, je pense que tous les écrivains font la même chose, c'est de trouver quelle est la mélodie qui correspond à la situation que vous mettez en place. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler en particulier de cette mélodie-là, mais vous devez vous la trouver. Ça veut dire faire attention au style, faire attention au rythme, faire attention à ces choses-là. Et l'histoire, ben, elle traîne derrière, ben, elle est là, elle ne me fait pas peur. Mais j'ai lu des tas d'histoires de romans que j'adore, où il n'y a pas d'histoire vraiment. C'est pas ça. Non, ce n'est pas un reproche. Hein. Non, non, mais non, c'est pas. J'ai pas de message a priori à faire passer. Je ne m'assois pas en disant tiens, je vais parler de. Non. Qu'est-ce que me dit le monde? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça me fait? Quelle vibration? C'est ça, ça m'intéresse. Si je comprends bien, vos personnages vous parlent à certains moments quand ils sont dans la boîte. Là, il y a un moment, ils parlent. J'ai le sentiment que pour ce roman, les femmes ont parlé un peu plus fort que les hommes. Il y a beaucoup de femmes. On a d'ailleurs l'impression que c'est souvent elles qui mènent le bal. C'est pas moi qui dis ça. Alors, on va pas tout divulgacher, mais c'est peut-être une fausse impression. Nathan, votre narrateur, en apparence, il suit. On peut parler du truc entre les femmes et les hommes. Allons-y. Moi, ça m'intéresse, parce que j'ai l'impression, mais c'est qu'une vague impression, que je comprends mieux et que ça m'intéresse moins. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Je ne comprends pas du tout ce que c'est qu'être une femme. Donc je suis attiré, j'essaie de comprendre. J'essaie de savoir comment elle réagit, pourquoi elle pense comme ça. Et là, ça m'intéresse. Et j'adore les femmes pour ça, parce qu'elles sont... c'est un autre monde, c'est le même monde, mais c'est un autre monde. C'est une autre manière d'appréhender la réalité. Et ça m'intéresse. Ça me séduit. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous avez écrit Eux, où vous vous êtes mis dans la peau d'une femme. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit comment il a fait pour comprendre aussi bien une femme. Eh ben, je ne comprends pas du tout les femmes. Simplement, je trouve que c'est... il ne faut surtout pas, quand l'auteur décide à un moment de prendre la place d'une femme pour dérouler l'histoire, il ne faut surtout pas essayer de parler comme une femme. Et je pense que c'est ça, souvent, il y a des femmes qui me disent « Ah, vous parlez des femmes d'une manière... » Je ne sais pas. C'est un homme qui pense qu'éventuellement, il se parle comme une femme, mais j'essaye pas de me mettre dans leur peau. Et je crois que c'est ça l'erreur. Souvent, ça sonne mal parce que l'auteur essaye de parler comme une femme. Je ne comprends pas comment on peut faire. On retombe sur ce qui vous fascine finalement. Hein. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que le mot est à la bonne place, dans le bon ordre? Est-ce que la phrase dit ce qu'elle doit dire? Oui, et puis là, je ne suis pas en train de me dire attends, comment est-ce qu'une femme réagirait dans... Non, quelque part, je pourrais... si je changeais les prénoms, enfin j'exagère là, mais il n'y a pas vraiment de différence. Moi, ce qui se passe, ce qui m'intéresse, c'est pas... je connais un tout petit peu leur corps, mais je ne connais pas leur esprit. Donc ça me met dans une situation où j'essaye d'avancer, mais comme un pauvre mec qui essaye de mettre une femme dans la situation la plus intéressante. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à ce qui se passe dans ce roman, parce que Nathan, qui est le personnage central, qui est le narrateur, je divulgage rien en disant que sexuellement c'est pas Terroche. Pour être franc, il est impuissant à cause d'une opération qui s'est mal passée. Et du coup, chaque fois qu'une femme l'aborde, il dit ou il dit pas, mais c'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que la façon dont les femmes abordaient Nathan, il y avait un côté très... Si c'était un homme, on lui dirait ouais, ta drague elle est un peu lourde. Ouais, je pense qu'on pourrait dire ça, mais en même temps, c'est un drôle de truc ça, parce que je sais pas comment je fais, je sais pas. Et il se trouve que ça fonctionne à peu près, mais c'est parce que je sais pas, et que je cherche, et que ça m'intéresse. Mais par exemple, le problème de Nathan, ce qui m'intéressait, c'est qu'il dit à un moment, quand on a mis le sexe de côté, là ça devient autre chose et ça devient intéressant. Alors que le sexe, s'il est là présent, il embrouille tout. Donc là il dit non, faut se débrouiller, mais on met le sexe au deuxième plan, pas au premier. Il dit, c'est page 53, le sexe se cache toujours quelque part, je le sais, il est toujours là et il le restera. C'est lui qui mène la danse, je sais. Je le croise à chaque fois dans mon métier, je le sais, et pourtant, ça ne m'a pas effleuré. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé du problème que pose le sexe, ce qui lui permet de
de considérer et d'envisager la vie d'une autre manière. Ouais, mais par la force des choses, parce qu'il y a des gens qui refusent le sexe alors qu'ils pourraient très bien s'en servir. Oui. Lui, il peut pas. C'est Et en pas même un temps, choix. le problème qu'il a, c'est qu'il est beau garçon. Ouais. Et donc il se dit, mais ça y est, maintenant que je ne peux plus avoir de rapport sexuel, c'est là où elles viennent tout autour de moi. C'est un peu embêtant quand même. Ben oui. Ah ouais. Ben, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai trouvé que c'était les personnages féminins qui menaient le bal dans cette affaire de Sans compter. Moi, je trouve qu'elle mène toujours le bal, même dans les autres romans, mais peut-être à des niveaux différents. Mais... Moi, je suis naïf dans la vie. Je vois pas ouais, toujours je les vois trucs. ça, je vois, ouais. Non, moi je trouve que c'est... Mais de toute façon, c'est quoi les rapports entre les gens? C'est tout le temps des rapports de séduction, que ce soit l'homme ou la femme, ça marche de la même manière. Moi, c'est plus intéressant, pas intelligent, mais c'est plus intéressant pour moi d'entendre une voix qu'a priori je ne connais pas vraiment. C'est essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elles cherchent ces femmes-là? Donc d'un seul coup, le pauvre Nathan qui avait il était marié, donc il connaît un petit peu le problème, il se disait qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je peux leur donner? Et c'est là qu'il s'aperçoit que les femmes, pas toutes, mais beaucoup, n'attendent pas forcément le rapport sexuel. Et elles sont pour moi beaucoup plus intéressantes parce que c'est plus inconnu pour moi. Je ne sais pas ce que veut une femme parce que je sais ce que veut un homme. Ça, c'est rare qu'un homme, quand il rencontre une femme, même s'il ne veut pas le dire, quelque part, il y a quand même un rapport très très particulier, d'un sexe différent quand même. Là, lui, c'est pas parce qu'il a décidé, c'est qu'on lui a imposé ça. Donc comment il se débrouille maintenant dans ce monde où il est obligé de passer directement au stade numéro 2. Mais ce qui est intéressant dans le fait qu'on lui ait imposé, c'est qu'il y a deux manières de le prendre. C'est soit j'avais les mots, ils viennent de se barrer, ça va venir. Soit il prend ça comme... soit il en est débarrassé, soit il en est privé. Et on a l'impression qu'il en est un peu débarrassé. Il en est débarrassé, oui ou non, parce qu'il accepte quand même des rapports 2 fois par an, je crois. Oui, à date précise et essentiellement oraux, cela dit. Ah oui, il ne peut pas faire d'autre, mais il développe quelque chose. Je sais qu'à un moment, ce que j'aimais bien, c'était le fait qu'avec sa femme, donc il a eu cette opération, il ne peut plus avoir de rapport sexuel, mais ils vivent dans la même chambre, ils ont simplement 2 lits séparés, mais entre les 2 lits, s'ils veulent s'endormir en se donnant la main, ils peuvent le faire. Et ils le font. Donc, quelque part, il y a un côté affectif, il y a un côté sentimental qui, lui, n'est pas du tout troublé. Sauf qu'il y a ce gros truc, et là, il comprend peut-être à un moment qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui compte. Et là, il n'y a pas d'enfant, je pourrais simplement quand même aborder certains sujets. Il ne comprend pas qu'une femme peut, pas refuser, mais ne pas demander la pénétration. Bah, il y a d'autres choses, c'est vrai. Il n'y a pas d'enfant là, donc il y a d'autres choses quand même. Donc je pense que d'autres choses, comme l'affection, la sensibilité, tout ça, sont un peu exacerbées par cette impossibilité qu'il a. Donc ça m'intéresse encore plus. Alors on commence à avoir posé un peu le décor, parce que Nathan vit avec Sylvia, sa femme, mais aussi avec Camille, sa belle-mère, veuve depuis 4 ans, propriétaire du journal L'Éveil, dans lequel travaille Nathan. Elle est poétesse et c'est très important. Ce triangle Nathan, Sylvia, Gabi, qui a appelé qui au moment de l'écriture? Au départ, il y a les 2 femmes qui sont là, parce que quand il arrive, il y a une scène entre les 2. Elles arrivent en premier. Elles arrivent en premier, donc je sais qu'il y a la mère, qu'il y a la fille, et qu'il y a un problème. Elles s'engueulent. Ouais. Et qu'il y en a une qui, pour pas que ça dégénère dans la maison, a un cabanon au fond du jardin. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand ça va pas, on peut s'éloigner. C'est moi qui mets en place une espèce de géographie qui m'intéresse et qui va me servir à développer ce que j'ai envie de développer. S'il y avait d'un seul coup une seule chambre dans cette maison, ça complique tout. Non, là, ils peuvent s'éloigner, ils vivent ensemble. Quand ça va pas, chacun peut reprendre un peu sa liberté. Donc j'essaye en même temps d'adapter mon histoire avec la situation et avec le lieu. Alors je sais que vous portez une attention particulière aux prénoms que vous attribuez à vos personnages. donc Nathan, Sylvia... Non, mais c'est pas que je porte une attention particulière, c'est que c'est un mal fou que j'ai à donner un prénom à mes personnages. Parce qu'il y a des personnages qui d'un seul coup, j'espère qu'il n'y a pas de Morissette dans la salle, et si je nomme mon personnage Morissette, ça me pose un problème. Je ne peux pas aller au même endroit et de la même manière. Donc j'ai toujours
c'est comme une coquille vide, un prénom. C'est-à-dire que soit vous n'avez rien à mettre dans cette coquille et vous vous êtes gouré, ou alors vous allez trouver un prénom qui va vous permettre de mettre des éléments qui vont vous intéresser par la suite, que je ne connais pas, mais qui me permettront d'avoir assez de liberté pour continuer à en parler. Voilà. Okay. Mais les prénoms, c'est une horreur pour moi. Je posais cette question parce que Nathan, c'est un prénom de garçon, c'est très clair. Sylvia, c'est un prénom de fille, c'est très clair. Gabi, ça va? C'est un prénom épicène, un garçon pourrait s'appeler Gabi. Il s'appelle Gabi parce que je voulais pas que d'un seul coup il y ait l'image de la femme qui se mette en avant. Pour moi, ce personnage-là, et ça c'est aussi pour moi en tant qu'écrivain, je trouve que la poésie, pour moi, me parle plus que le roman. Pourquoi? Parce que un roman, c'est un gros truc à faire démarrer, c'est comme si vous étiez au pilotage, si vous pilotiez un bombardier, c'est lourd un roman à faire décoller tout ça. La poésie, c'est l'étincelle. Et c'est ce qui n'est pas dit dans la poésie qui, je trouve que c'est le niveau supérieur pour moi. Enfin, je pense ça fait 20 minutes qu'on parle et il y a déjà 2 fois le mot poésie qui arrive. Non, il y a déjà 2 fois le mot poésie qui arrive. Hier, on a fait cette rencontre avec Stéphane Eicher où on parlait de chansons et vous disiez la chanson, c'est pas de la poésie, donc c'est encore autre chose. Visiblement, la poésie, ça vous titille en ce moment. Est-ce que vous ne seriez pas en train de nous préparer? Ça a longtemps que ça me titille. Oui. Mais là, est-ce qu'on ne serait pas à 2 doigts du moment où ça pourrait sortir sous forme imprimée? Ben non, parce que j'écris de la poésie pour moi, mais je trouve que c'est tellement intime, la poésie. La mienne, j'ai pas envie, et elle n'est pas destinée aux autres. C'est pour moi, quand j'ai des moments comme ça, où j'ai envie d'aller vite, d'aller très très précisément à un endroit précis. La poésie, ça peut en 3 mots être le départ d'un poème. Donc je suis très sensible à ça. Est-ce que vous en écrivez pendant que vous écrivez un roman, par exemple? Non. Non, c'est presque ce qui donne un peu l'envie de me dire arrête avec la poésie. Il y a des gens à qui tu dois t'adresser, il y a un monde que tu dois regarder, tout ça. Et la poésie, c'est pas ça, c'est juste garder ça pour. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Hein, oui. Pour moi, la poésie, c'est vraiment le summum, c'est le stade ultime. Alors, avec ce roman, vous replongez aussi dans l'ambiance d'un journal, les séances de rédaction, les délais, les papiers à livrer. Vous avez, vous, suivi une école de journalisme et vous avez relu pendant 1 an des papiers dans le magazine qui s'appelle Détective. Alors, je me suis demandé à quel point vous puisiez dans les souvenirs pour rédiger le roman, mais j'ai presque envie de la poser autrement. Est-ce que le fait d'avoir relu les papiers de Détective a eu une importance dans votre style d'aujourd'hui? Parce que Détective, c'est une manière particulière d'écrire. C'était particulier, mais en même temps, je m'occupais surtout d'un feuilleton. Donc c'était pas non plus avoir le nez sur le fait divers qui venait de se passer. Ce que je faisais d'assez amusant, c'est qu'il y avait Détective, la rédaction, payait des gens, des prostituées, des policiers, des gens comme ça. Et il y avait quelqu'un qui se mettait dans une petite cabine à côté avec eux. Et il parlait et il prenait des notes. Et après, il les donnait à des gens comme moi pour faire du rewriting, pour réécrire les choses. Mais ça m'a pas... déjà à l'époque, j'étais loin de penser que je pourrais être écrivain. C'était pas mon truc, je voulais pas être écrivain. Moi, je voulais être musicien. Sauf que comme je suis sourd d'une oreille, tout de suite c'était un peu compliqué. Donc j'ai été obligé de me rabattre sur l'écriture. Mais c'était pas ça au départ. Nous, on n'est pas le rewriting en même temps, c'est... Il ne faut pas faire trop d'étincelles non plus. Là, oui, mais en même temps, on se coltine quand même avec les mots. Et quand on les aime, on essaie de les mettre dans le bon ordre, non? Moi, ils venaient me chercher à des heures incroyables parce que j'allais vite pour écrire. Parce que ça ne m'intéressait pas. Donc j'allais vite. Je ne m'arrêtais pas pour réfléchir. Et non, je ne crois pas que travailler détective, ça n'a rien fait sur la suite pour moi. Alors on revient à ce roman, sans compter, des promoteurs souhaitent acheter les terrains de Gabi pour construire un parc d'attractions, mais Gabi refuse de vendre, d'abord par fidélité à la volonté de feu son mari Robert. Elle va faire l'objet de pression, notamment de la part de Richard Brunvigne, sénateur. Alors il y a un truc qui est extrêmement intéressant parce que Gabi a 60 ans. Vous l'écrivez noir sur blanc, Gabi a 60 ans. C'est le seul personnage dont vous donnez l'âge. Et ça, c'est ce que j'aime aussi dans votre littérature, Philippe Jean, c'est qu'à un moment, le lecteur, il a sa part du boulot à faire. Donc, à partir de là,
je me suis dit, mais Nathan, il a quel âge? Et Sylvia est la fille de Gabi, donc quel âge ils peuvent avoir? Est-ce que Nathan et Sylvia ont le même âge? Je pense que... Non, non, Nathan est un peu plus vieux, il a 10 ans de plus. Mais on n'en sait Il a rien. la quarantaine. Non, Oui, oui, je non, sais. oui, vous savez. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que vous prenez vous obligez le lecteur à faire une partie du boulot. C'est super important, ça. Bah, c'est non seulement important, mais c'est que je sais pas comment. Enfin, moi, j'imagine pas la lecture comme un truc. La tour d'ivoire, ça m'intéresse pas du tout. Moi, c'est vraiment un rapport avec le lecteur. Je lui donne ce qui, à mon avis, est nécessaire pour qu'il continue à me suivre, mais pas plus que ça. Donc, j'ai besoin qu'il ait que sa propre personnalité transforme la direction du roman ou les idées qui sont développées. Donc, c'est important pour moi. C'était important pour moi parce que 60 ans, pour moi, c'est plus une jeune femme, et c'est pas une vieille femme encore. Et comme en même temps elle est nourrie de poésie, les 60 ans, on s'en fout. Il faut quand même. Elle a une fille avec laquelle il est marié, donc il fallait que quand même. La fille, elle doit avoir la trentaine, 35 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc Gabi ne pouvait pas avoir 45 ans. Ouais, bon, alors j'ai fait le calcul, hein. Je me dis, même si elle l'a tôt, elle doit avoir quoi, si elle a 20 ans, elle a 40 ans, enfin voilà. Oui, bah c'est vague. Donc, elle a probablement un peu moins, enfin, etc. En général, c'est là où je me prends les pieds dans le tapis. Moi, Oui. Quand le correcteur arrive, il dit mais c'est pas possible. J'ai dit mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça passe. Alors, troisième point que la poésie arrive, puisque Gabi est poétesse, et le fait qu'elle soit... C'est un peu étonnant, hein, parce qu'elle est propriétaire terrienne, elle est propriétaire du journal, mais la poésie, c'est quelque chose de très important. Et je pense que si, dans l'histoire, Gabi n'était pas poétesse, elle nous paraîtrait à nos lecteurs beaucoup moins sympathique. Ah bah oui, il faut penser à l'effet qu'elle a sur Nathan. Nathan trouve certainement qu'elle est encore une très belle femme. Ah, il le dit. Oui, mais c'est surtout quelqu'un qui a... Pour lui, c'est un des grands poètes de sa génération. Oui. Donc c'est pour ça que tout ce qu'il va faire d'un peu étrange, c'est pour la poésie qu'il le fait. Il veut que cette femme puisse continuer à écrire de la poésie. Et pas qu'il y ait des trucs de la vie de tous les jours qui l'emmerdent. Donc les gens qui l'emmerdent, eh ben, il les pousse de côté. On peut le dire, hein, qu'il y a plusieurs morts et que c'est lui qui est derrière. En fait, ce qu'il fait... Que c'est? Non, c'est juste pour dire que Nathan... et que c'est lui. Pardon? Vous venez de dire il y a plusieurs morts. On peut dire qu'il y a plusieurs morts et que c'est lui qui... Oui, qui les tue. Enfin, qui les élimine. Mais ça, c'est dingue. Il les élimine. Il Parce les que met. Il y a un problème qu'il ne peut Oui. pas résoudre. Donc, on élimine le gars. Mais il n'y a pas de... C'est pas un psycho-killer comme dans le sens où il pourrait être malade mental. Il n'a pas de pulsion. Il n'aime pas le sang, il n'aime pas la violence, ni rien. C'est simplement, à un moment, quelque chose vous gêne, bah, vous poussez. Si la bouteille me gêne, je la pousse. Ouais, c'est ça. Je suis obligé de la lancer en l'air et de faire un truc avec. Je la pousse. Mais alors là, heureusement que je suis dans un bon fauteuil, parce que j'ai failli tomber de ma chaise, Philippe Dion, parce que le fait que ce soit Nathan qui les pousse, c'est écrit nulle part. Non. Mais non, mais on le comprend. Attends. On le comprend, sinon c'est Enfin, pas... moi, je suis pas sûr que j'avais tout compris comme ça au départ. Je vais vous le dire, en fait, ça commence au départ. Pourquoi cette femme vit dans la maison avec la fille? C'est parce que le mari, donc son beau-père, Ouais. était imbuvable. Oui. Et il l'a éliminé parce que le beau-père emmerdait la poétesse. Voilà, c'est ça. Donc il on est le mort pousse. dans un incendie C'est plus accidentel. important de... Oui. Mais non, mais c'est plus important de défendre quelqu'un qui écrit de la poésie que quelqu'un qui vous emmerde pour des raisons X ou Y. Il veut qu'elle continue à travailler. Oui. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui vient à une lecture de cette poétesse Oui. et qui fait le Qui con. lui-même est poète. Un mauvais poète, mais bon, Oui. il est là, il fait le con derrière pendant la lecture. Oui. Donc il se C'est précipite et lui saute à la gorge. Oui. Et après, comme il se dit, mais celui-là, je ne peux pas le tuer parce qu'on va vite comprendre que c'est moi, il paye un copain. Avant que vous racontiez la toute fin, vous comptez encore Pas la en toute fin, vendre on a encore... vous comptez en vendre encore des bouquins en ayant tout raconté ou pas? Non, j'en ai assez vendu, là, je suis C'est content. bon, ok, alors on raconte la fin, hein, on y va. La poésie avant le commerce, quand même. Attendez, Ouais. je sais pas. Mais non, mais c'est ça, c'était facile, hein, c'était simple, c'était facile. Non, c'est... Il élimine le problème. Oui. Et éliminer une personne, si vous voulez vraiment l'éliminer et être tranquille, il faut être un peu radical. C'est pas simplement lui donner une claque ou un coup de poing.
Donc là, le deuxième, il peut pas, bon, il paye un copain. Mais par exemple, vous me dites, on ne sait pas. Si, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, quand il décide de mettre ce gars-là à droite, il dit rien. Il dit simplement, Non, il dit rien. j'appelle un copain, je discute un peu avec Oui, lui. c'est ça. Puis le coup d'après, sans en dire plus, il rentre dans une banque et il prend du liquide. Ouais. Et puis après, il a un coup de fil, on lui dit, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. J'évite de raconter des choses qui m'ennuient. Je ne veux pas qu'il soit là en train de l'étrangler ou qu'il y ait une bagarre ou qu'il y ait... Non, si ça devient important, oui. Mais là, c'est pas important, c'est éliminer le gars. Et ça montre dans quel état d'esprit il le fait. Ouais. Ça ne le gêne pas, le soir il rentre à la maison, tout va bien. Alors ça me fait penser à une chose, on sait, hein, votre travail autour du style, de je me débarrasse de la ponctuation, des virgules dans certains cas, dans ce roman-là, qui est très dialogué, il n'y a pas de tiret, pas d'ouvrir les guillemets, ou dit-il ou dit-elle, si dit-elle, ça arrive de temps en temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend pratiquement toujours très bien qui parle. Oui, c'est un peu l'idée quand même. Oui, mais parfois, on passe d'une voix à l'autre où on a un tout petit doute. On se dit, est-ce que l'autre personnage n'aurait pas pu le dire? Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est compliqué, hein. Quand vous dites par exemple le style m'intéresse, la langue m'intéresse, la mélodie du monde que je vis m'intéresse. Je me dis que tout ce qui est en dehors de la langue, et quand je dis ça, ça veut dire que la typo, c'est pas de la langue. Le petit tiret, c'est pas de la langue. Les guillemets, c'est pas de la langue. Le point d'interrogation, c'est pas de la langue. Le point d'exclamation, c'est pas de la langue. Si vous vous débrouillez pour que, en retirant ces signes typographiques, vous donnez éventuellement une autre allure et une autre intonation et tout ça à votre langue, je ne le fais pas pour faire le malin. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi il n'y a pas le petit tiret pour le dialogue? Il faut absolument qu'il y ait le tiret pour que vous compreniez qui se parle. Non, c'est à moi de me débrouiller pour faire que s'il n'y a pas le tiret, on sait tout de suite qui parle et qui s'adresse avec lui. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut rejouer encore d'une manière différente avec ce que je veux dire. Mais oui, regardez par exemple, si je dis où est-il, le ton monte, même dans votre tête. Où est-il? C'est une question. Il y a déjà l'inversion qui fait qu'on sait une question. Est-ce que j'ai besoin, après avoir donné à ma phrase et à la langue une intonation d'interrogation, est-ce que j'ai besoin de... Ah, puis attendez, je vous mets le point d'interrogation, vous êtes un peu bête, vous n'allez pas comprendre si c'est le point d'exclamation, c'est pareil. C'est une faiblesse, l'italique, c'est une faiblesse. Si vous n'êtes pas capable de vous exprimer, quand j'étais plus jeune, j'adorais et j'adore toujours Bukowski, par exemple. C'est le premier où je voyais écrit certains mots en majuscules. Super. Et après, je me dis, mais tu te sers de ça parce que tu n'arrives pas à donner l'intensité que tu veux donner aux mots. Donc, c'est pas bien, c'est pas bon. Débrouille-toi, démerde-toi pour enlever ces signes qui, a priori, ralentissent. Et je finis juste avec le où est-il. C'est que si au lieu de mettre un point d'interrogation, vous mettez un point, on ne sait pas si c'est une interrogation qui demande une réponse, alors que si vous mettez le point d'interrogation, celui qui vient de le dire attend la réponse. Et là, je te pose une question, tu réponds. Si je ne te réponds pas, si c'est où est-il, je n'attends pas que tu me répondes, le point suffit. Et en même temps, visuellement, je trouve que dans une page, j'aime bien cette idée que c'est quelque chose qui coule. Donc même quand on change de situation, c'est pas la peine de faire une page blanche. Ça, c'est un truc à la con, ça, faire des pages blanches. C'est quand on ne sait pas trop, attendez, respirer. Non, il faut que ça suive. Une ligne blanche, ça suffit. Mais au niveau visuel et au niveau de l'écoute, je trouve que c'est un plus. C'est pas pour faire le malin. Ouais, alors voilà. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui me disent, ah ben, je veux le tirer. Donc tout ce que vous venez de dire sur tout ce matériel inutile, sur la manière d'écrire avec ou sans point d'interrogation, ça dit une chose qui les réunit toutes, c'est qu'il faut d'abord entendre une voix. C'est quoi? Il faut d'abord entendre une voix quand on vous lit, c'est-à-dire que c'est ou des voix. Bah, il y a aussi ce problème que, enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de Français ici, parce que je vais encore m'attirer des ennuis, mais je trouve qu'en France, les écrivains écrivent très très mal les dialogues, mais très très mal. Parce que souvent, ils se servent des dialogues comme des trucs de scénaristes. Je crois qu'il y a à peu près 300 auteurs français qui sont dans le salon, mais on peut y aller. On va recevoir des tomates et des... Non, oui, non, c'est pas grave. Bah, non, c'est... On est en train de parler de quoi, là? On était en train de parler d'entendre les voix.
Oui, non, mais et c'était les pas dialogues. d'entendre les voix, j'étais en train Donc, de parler. je trouve que, vous disiez, je trouve que parmi les écrivains français, il y en a très peu qui savent écrire les C'est dialogues. pour ça que je n'ose pas le répéter, donc j'essaye de... Voilà, donc c'est moi qui vais Je prendre les trouve que tomates. les dialogues en France, c'est souvent des dialogues de scénaristes. C'est-à-dire que quand on fait parler deux personnes, en fait, c'est pas à l'autre personne que ça s'adresse, c'est au lecteur. Donc c'est un élément qui est un faux dialogue, c'est pas vrai. Donc il faut se débrouiller autrement, mais penser que, ben voilà, on n'est pas des scénaristes, on est des romanciers ou des... Souvent, on fait des dialogues pour donner des éléments factuels. il faut pas. Mais il ne faut pas. Ben non, D'accord. à ce moment-là, on se débrouille, on fait autrement. On ne ferait pas un dialogue. Un dialogue, il faut que ça sonne comme un dialogue. Avec toutes les erreurs, c'est là où on sait, où on comprend si un personnage a compris, s'il ment, s'il est intéressé. On ne sait pas, mais c'est pas à travers le dialogue. Si vous vous en servez simplement pour donner une indication sur l'histoire qui est en cours, ça ne sert à rien. Donc servons-nous du dialogue pour faire entendre une voix. Alors, il y a une phrase dans le roman, c'est Nathan qui s'adresse à Gabi. Hein. On a dit qu'il l'admirait pour le fait qu'elle était une poétesse. Et il lui dit ceci, page 112, « Oui, c'est ce qui me fascine chez toi, ton impavidité. Jusque dans ton écriture, c'est un vrai tour de force. Le fond et la forme réunis, la justesse et l'intensité de l'exécution. » C'est tout Philippe ça, la justesse et l'intensité de l'exécution. Mais c'est ce qui vous tient à cœur. Par la force des choses, sinon je ne comprends pas pourquoi je recommence un roman et pourquoi... C'est ça que je ne comprends pas des fois. Je rencontre pas mal d'écrivains, des fois je me dis, mais on ne travaille pas sur la même chose. Mais ça ne veut pas dire que les autres font, c'est pas bien. C'est que moi, je sais pas du tout, je comprends pas, je sais pas. Puis ça m'intéresse pas. Je n'ai pas l'impression éventuellement d'avancer en dehors du fait que comment rendre une émotion, une sensation être au plus près de ça. Et ça, c'est la langue. Je parle beaucoup aussi, je ne sais pas si c'est dans ce roman, mais du pas de côté. C'est ce qui fait que des écrivains, à un moment, peuvent recommencer à parler de Roméo et Juliette, ou celle que tout le monde connaît, le mec qui monte au balcon et tout ça. Après, on pourrait recommencer à écrire Roméo et Juliette à une condition, c'est de faire un petit pas de côté. On change langue, et si vous changez langue, ça suffit, vous n'êtes pas obligé de les faire partir en Inde ou au Japon. Il suffit de faire un tout petit pas de côté et vous voyez les choses différemment. Et c'est ça qu'il faut saisir, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors je vais rester sur la lancée des citations, parce qu'il y en a une autre, page 135, qui va rejoindre sur ce que vous disiez des romanciers français et de leur qualité de dialogue. Je ne comprends pas chez nous, en dehors de quelques auteurs indispensables, ce goût immodéré pour le roman. Il n'y a pas assez de bons romans, pas assez de bons romanciers. Il faut lire de la poésie. Déjà, oui. Mais non, mais moi je suis un grand lecteur de romans. Je suis pas contre, mais c'est... Qu'est-ce qui fait que moi j'ai envie de me rasseoir pour écrire un roman? Est-ce que c'est pour raconter des histoires? Non. Est-ce que c'est pour éventuellement entendre une musique un peu différente? Oui. Et comment je peux m'y prendre? En travaillant sur le rythme, en travaillant sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est le style, et le style provient du pas de côté. C'est ça, c'est cette manière que vous avez de vous exprimer qui fait de vous, pas de moi, hein, mais qui fait de vous un auteur unique. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce petit pas de côté. Et si vous ne le faites pas, vous allez remettre vos pieds dans les traces de ceux qui vous ont précédé et qui ont peut-être fait des choses mieux que vous. Il y a la belle écriture, on sait ce que c'est. Hein. Oui. Et le pire, c'est quand on remet les pieds dans ses propres traces. Je sais pas. Alors je vais faire une question assez longue pour que vous ayez le temps de boire. On a parlé de Patrick tout à l'heure, hein, ce poète pas très bon. On peut dire qu'il a été l'amant de Gabi. Oui, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Et évidemment, ça ne plaît pas beaucoup à Nathan qui lui a pété la gueule, pour être clair. Et puis alors, il y a une critique de Patrick à un moment où on dit « Oui, alors c'est pas un très bon poète. » Et en plus, le pire de tout, c'est qu'il n'a pas progressé. C'est elle qui lui dit ça. Ouais. Et ça, si je suis même pas capable, moi, de reconnaître un mauvais poète, c'est que je suis pas un bon poète. On doit le sentir tout de suite. Je sais pas. Si vous arrivez à approcher un tout petit peu le micro de la bouche. On peut lire des tas de romans qui ne sont pas des excellents romans et avec lesquels on passe un super bon moment. Mais moi, c'est pas mon travail. Là, on parle de moi. Je voudrais qu'on parle des autres, mais si on parle de moi, c'est... En même temps, c'est vous qu'on a invité. Donc, ah ouais, je sais. Mais c'est ça le moteur. S'il n'y a pas ce moteur-là, c'est pas marrant d'écrire un roman. Vous allez passer des mois avec des personnages, si vous vous emmerdez avec eux, si vous n'avez pas envie de les écouter, si vous n'avez pas envie de les regarder, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose.
Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées, avec un plan défini, qui ont un message à faire passer, et c'est génial. Mais ce qui est valable pour la poésie de Patrick, j'imagine qu'elle est valable pour tous les gens qui écrivent. Il y a un moment, si on ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes inquiet de ça? Je ne suis pas inquiet de ça, mais je pense qu'on peut aussi ne pas se rendre compte qu'on ne progresse pas. Ouais. Il y a des tas de peintres, j'aime beaucoup la peinture, il y a des tas de peintres qui ont repeint toujours, et il y a des écrivains aussi qui réécrivent toujours le même roman. Mais on peut réécrire le même roman si on change simplement l'intonation. Oui. Le roman change. Le petit pas de côté, c'est pas un truc très très visible. C'est simplement regarder différemment. Et ça, c'est une découverte à chaque fois. D'où l'idée on se rassoit et on recommence une histoire. Ça veut dire que quand vous avez terminé un roman, vous vous posez cette question, est-ce que j'ai progressé ou pas? Est-ce qu'il y a... Non? Non. Entre nous, j'ai l'impression de progresser à chaque fois, mais il ne faut pas le dire ça. Non. Alors, en fait... si vous n'avez pas l'impression que vous avancez, vous faites quoi? Vous voulez qu'on fasse un truc élégant? Oui. Philippe Jean, moi j'ai l'impression que vous progressez à chaque roman. Si c'est votre avis, je veux bien le prendre. Non, mais il faut d'abord que ce soit moi qui en soit conscient. Que le lecteur en soit conscient, je ne sais pas à quel stade vous m'avez découvert. Est-ce que j'avais déjà écrit des romans ou au début? Moi j'ai commencé au tout début. Alors donc je peux admettre, 50 contre 1. J'accepte l'idée du progrès, mais c'est pas moi qui progresse, c'est le monde qui avance et c'est moi qui vieillis. Alors, je faisais l'émission avec Bret Easton Ellis, qui était assez drôle, parce qu'en fait, oui. il réécrivait à presque 60 ans le livre qu'il écrivait quand il en avait 17. Et moi, quand je suis un peu plus vieux que lui, je découvrais un monde qui me redécrit d'une manière différente avec 40 ans de plus. Oui. Donc il a progressé, évidemment qu'il a progressé. Mais c'était très intéressant. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, c'était dans la grande librairie où il y avait Philippe Jean, Bret Easton Ellis et qui était le troisième? Lydie Salver. Voilà. Et effectivement, le nouveau roman de Bret Easton Ellis, c'est bien parce qu'on fait la promo des autres, qui vient de sortir, reprend la thématique, presque l'histoire d'un roman sorti il y a quoi, 40 ans? On raconte la même histoire. Oui, c'est ça, il y a 40 ans. Oui, sauf qu'il dit qu'il est en train d'écrire dans ce nouveau roman. Il dit qu'il a 17 ans et qu'il est en train d'écrire moins que zéro. Bah, on est dans la cuisine d'une certaine manière de l'écrivain. C'est que... Mais on est dans la cuisine avec... Oui, on est dans la cuisine, mais il y a des cuisines qui ne ressemblent pas à des cuisines. C'est ça. Donc on n'est pas non plus devant le fourneau, devant le machin. On est d'accord, mais on est dans le laboratoire, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais avec 40 ans de distance. Ouais. Et c'est ça qui change tout. C'est ça le pas de côté, par exemple. C'est un nouveau regard sur la même chose. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve qu'on entend les autres scènes un peu fort. Tac. Je suis parti dans tous les sens, donc je ne sais plus du tout où on en est, c'est pas grave. Oui, alors il y a moi une scène qui est incroyable. Il faut qu'on raconte un peu qui est qui. Il y a Nicole, qui est un personnage un peu... Ah, c'est la gouvernante. Oui, elle est un peu perturbée, enfin c'est... Voilà. Très perturbée. Ouais. Et il y a une scène où Nathan est avec Nicole, et Nicole vomit, mais c'est pas vomir, elle dégueule, elle gerbe, etc. C'est assez long comme description, ça fait presque une demi-page, et à aucun moment le mot vomi ou dégueuler ou gerber n'est utilisé. Et pourtant on le voit mieux que si le mot avait été écrit. J'ai pas envie de parler de vomi au moment où j'essaie d'attirer l'attention sur ce qui a blessé cette femme, ou ce qui va pas. En même temps, on en met partout. Hein. C'est pas un petit crachage. Je confirme, elle en met partout. J'avais pas envie de parler de vomi, peut-être. Non, ce qui m'intéressait, c'était le côté éclaboussure. Si vous parlez que du vomi, ça ne donne pas une image. Oui. Le vomi, c'est un truc, alors que si c'est en train de vomir, oui, les éclaboussures m'intéressent plus. Alors, c'est ça qui est toujours intéressant dans votre écriture, Philippe Jean, c'est qu'on a l'impression que vous évoquez davantage que vous ne décrivez, à part les paysages et la météo. C'est toujours plus intéressant d'évoquer, je trouve. Oui, moi je suis d'accord. Et c'est là où on parle aussi de ce rapport entre l'auteur et le lecteur. Si j'évoque quelque chose et que je suis persuadé que vous n'allez rien comprendre, c'est pas la peine que je m'ennuie à évoquer. Mais je fais confiance à mon lecteur en me disant visiblement, s'il a fait l'effort aujourd'hui, où on est complètement submergé d'images, de musique et tout ça, s'il a fait l'effort de rentrer dans une librairie et de se dire qu'il va peut-être prendre quelques jours pour lire le bouquin, donc
c'est qu'il doit y avoir quelque chose, même si c'est invisible et inconscient, il doit y avoir une relation entre les deux. J'écris pas dans le vide. Par contre, la poésie, oui. La poésie, je ne l'écris pas pour d'autres. Je l'écris pour moi. Je l'écris pour voir comment je suis capable de prendre une émotion et de la traduire. Je me parle à moi, donc j'ai pas envie d'en dire plus. Alors il y a des gens qui vont trouver que c'est incompréhensible, que c'est un flot d'images et tout ça, mais pas pour moi. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit forcément un travail à mettre à la disposition des autres. Alors dans ce contrat avec le lecteur, moi je trouve que vous lui faites extrêmement confiance au lecteur. Parce que dans le roman, j'aime les gens, moi. Oui, oui. Parce que dans le roman, il y a un petit chien qui joue un rôle non négligeable, hein, mais il y a aussi une sorte, je ne sais pas comment l'appeler, d'ectoplasme, une forme de vie. Il y a une chose, il y a un truc. Ouais, pas tout à fait défini. Dans les deux cas, Nathan parvient à apprivoiser ces vies qui rejettent d'ailleurs au départ. Hein. Cette idée de l'ectoplasme, je vous en ai entendu parler dans la Grande Librairie, vous dites, je ne sais pas d'où ça vient. Donc il y a dans votre roman une chose, voilà, pas très bien définie, mais vous ne savez pas d'où ça vient. C'est quelque chose qui évolue, c'est-à-dire qu'au départ, ce qu'il voit, il est chez lui, dans la maison, et il voit une espèce de flamme rouge qui passe devant les fenêtres. Ouais, très vite. Je ne sais pas ce que c'est. Et après, il va la revoir une deuxième fois. Et après, ça l'ennuie un peu sans l'ennuyer parce qu'il ne se passe rien. Donc il va sortir et puis 2 ou 3 jours après, il va voir que cette chose en question vole un peu dans le ciel. Et il la voit un moment sur le toit de sa maison et ça lui plaît pas. Alors il prend un peu de bois, il lui lance, un peu pas. Puis après il se dit, bah ouais, mais elle est toujours là, qu'est-ce que je peux faire? Mais à un moment, il a l'impression de la choper, il va se retrouver dans un buisson, en train de se mettre tout seul dans un buisson. Ouais. En fait, le truc du buisson, c'est pas vrai. En fait, oui. C'est parce qu'il a un rapport. C'est compliqué. Hein. Leur passe. Non, il y a cette chose autour de lui qu'il arrive à voir de mieux en mieux. Il ne sait pas ce que c'est. C'est un truc qui vole à moitié. Alors, pour compliquer un peu la chose, je vous donne des détails. La peau, c'est des petites écailles. Et tout ça, ça fait vrai. C'est pas des conneries, c'est vrai. Et après, je m'aperçois qu'en fait, c'est quoi? C'est sa conscience. C'est ce qu'on met sous le tapis, c'est ce qu'on ne veut pas dire. Et en fait, j'avais mis ce personnage-là en place parce que je me disais, la seule moyen pour Nathan de parler à quelqu'un, parce que je pense que quand on a tué plusieurs personnes, on a peut-être envie un peu d'en parler, d'avoir quelqu'un qui en parle. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait cette chose. C'était pas un humain, c'est un truc. Et puis une fois que je l'ai mis en place, je me dis, mais j'en ai plus besoin. Donc elle reste là, mais ils n'échangent pas vraiment. Sauf que c'est une espèce de manière d'apprivoiser sa propre conscience. Ben là, vous m'embarquez dans des trucs, si le lecteur sent pas ça, je ne vais pas lui donner un petit mode d'emploi pour les trucs. Non. Il y a cette patte, penser que c'est un espèce de truc rouge dont il n'arrive pas à se débarrasser, mais que, et la nuit, par exemple, alors je trouve que ça doit être super beau parce que cette espèce de gorgone, la nuit, elle est lumineuse, comme c'est les lampes pour enfants. Une veilleuse, ça s'appelle. Globalement, j'avais fait la même interprétation. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le fait que chez Trapenard, vous avez dit, je ne sais pas d'où ça vient. Vous aimez bien brouiller les pistes comme ça. Parce que je ne suis pas très clair dans ma tête non plus. Ah, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Je ne sais pas. Moi, je pense avoir une espèce de conscience. Qu'est-ce que c'est? C'est la nuit, c'est le froid, c'est le chaud, c'est peut-être ça. Et il y en a d'autres, c'est un personnage avec lequel on communique ou pas. C'est une espèce d'extrapolation de la personne. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là. Parce que ça voudrait dire que j'ai une espèce de vision ou d'intelligence particulière à mettre en place. Non. Je vous donne des éléments, faites-en ce que vous voulez. Et je vous en donne suffisamment pour que ça devienne un roman. Alors par contre, vous avez un talent, c'est de nous faire comprendre les choses en une phrase. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans la vie de Nathan, à un moment, ça ressemble à un bombardement. Et voilà le genre de phrase que moi j'adore chez vous, Philippe Jean, c'est page 167. Un peu plus tôt, aux informations, je regardais un vieil homme qui tournait en rond devant les ruines encore fumantes de sa maison à la suite d'un bombardement, mais c'est une piètre consolation de savoir qu'on n'est pas le seul. Et en même temps, c'est une image que j'ai eue avec la guerre en Ukraine, qu'on connaît tous. Oui. J'ai vu un type comme ça qui était assis dans une petite chaise de camping.
la photo est prise de dos et le type il est devant un tas de cendres. Je dis bah voilà, il y a ça aussi dans la vie, ça existe. Votre force, c'est d'aller chercher cette image, d'en faire une phrase qui permet au lecteur, dans ce contrat dont on parlait tout à l'heure, de comprendre beaucoup mieux qui est Nathan. Bah oui, moi en tant que romancier, j'ai un petit boulot à faire. Oui, oui. Payé pour ça en même temps. C'est comme si vous achetez un sandwich, c'est toujours sympa si le gars vous donne une serviette avec. Oui, si il ne donne pas de serviette, bah non, c'est pas pareil. Oui, mais c'est sympa s'il y a un peu de beurre dans le sandwich, c'est bien aussi. Ah, en plus, oui. La mayonnaise, c'est toujours un peu compliqué. D'accord, chacun ses goûts. Hein. Est-ce que Nathan est possédé? Lui le croit, hein. Lui il dit je suis possédé mais je ne sais pas par quoi. Parce que, oui, il sait qu'il est possédé, ça c'est sûr. Mais il ne sait pas par quoi. Il ne sait pas par quoi, mais quand il y a cette espèce de bestiole qui arrive autour, il pense que oui, il est possédé parce qu'en même temps, il y a un monde qu'il n'a pas encore découvert autour de lui. Et il est possédé parce qu'il se rend bien compte qu'il n'agit pas comme tout le monde. Et le problème qu'il a, c'est qu'à un moment, il pense que d'autres personnes voient cette espèce de bestiole. Et il comprend un moment, pour une espèce de scène avec un enfant et tout ça, il comprend qu'il est le seul à voir ça. Et là, il se dit, il y a un problème. Donc il dit, oui, je suis possédé par quelque chose. Qu'est-ce qui me force à aller éliminer des gens? Je suis possédé. Est-ce que c'est pas une bonne métaphore du romancier? Il voit des trucs, il est sûr que tout le monde les voit, et en fait, quand il se rend compte qu'il est le seul à les voir, bah, il les écrit. Bah, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, quelque part, il y a ça. On ne peut pas savoir si on voit les mêmes choses, si on réagit aux mêmes choses. C'est pour ça que le petit pas de côté, il est intéressant. Ouais, ouais. Alors, ce sera ma dernière question, après on prendra une ou deux questions du public. Mais je vais être d'une transparence totale, hein. Moi j'enchaîne les rencontres et il y a un moment, il va falloir que j'aille faire pipi, donc il va falloir que je trouve 3 minutes. Ce qui est toujours intéressant chez vous, Philippe Jean, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Comment une toute petite chose, à un moment, peut avoir des effets longtemps après sur les gens, sur les faits, sur les actions. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, c'est pas... Des fois, c'est dans la seconde que l'effet papillon se met en place. Oui, des fois, ça va très vite. Des fois, vite. c'est un peu plus long, enfin, ça dépend. Mais oui, qu'il n'y a pas de... Mais ça, c'est aussi le... Je pense pas que quand on écrit, un roman en particulier, il ne doit pas y avoir une phrase qui sert à rien. C'est-à-dire que c'est comme un tableau. Si dans un tableau, vous pouvez enlever un détail, et que le tableau il reste là, c'est que votre truc il ne servait à rien. Si tout s'écroule, oui, ça sert à rien. Donc oui, j'essaye que la relation des faits que je mets en place serve à quelque chose. Pas juste pour faire beau. Et il y avait un truc qui m'avait frappé un jour avec, je crois que c'était en relisant Stevenson, on parlait de ce, je crois que c'est dans Lord Jim d'ailleurs, où le type met le pied sur le quai, et il y a un rayon de soleil qui vient taper sur son bouton de manchette. Un rayon de soleil qui vient taper sur son bouton de manchette puisque le micro était un peu loin. On y va. Et d'un seul coup, c'est incroyable tout ce que ça me dit du personnage. C'est la manière dont il s'est habillé, pourquoi c'est quelqu'un qui a un uniforme, pourquoi le rayon de soleil, donc il ne fait pas nuit, il fait jour, nanana. Et je me dis, mais c'est génial. Et sauf que ce qui est encore plus génial, c'est que ça n'existe pas. Ce rayon de soleil-là, il n'existe pas dans la réalité. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne que les romanciers n'ont pas du tout à s'occuper de la réalité. Rien ne peut concurrencer la réalité. Et donc il faut passer autrement pour en parler. Donc voir des choses que les autres ne voient pas. Vous ne ferez pas mieux que la photo. Sauf que vous êtes obligé d'inventer un truc qui n'existe pas. Ce rayon de soleil-là, c'est le romancier qui a trouvé ça. Et ça, c'est Stevenson qui a tout dit, qui a tout écrit. Ah là là, sans compter. Franchement, c'est un très bon roman. Vous avez... Il y a un bon rapport qualité-prix, hein, c'est sans compter. Ah ouais, non mais en plus c'est sans compter. Et puis, vous l'achetez, vous n'avez même pas besoin de le lire, il a raconté toute l'histoire, donc c'est cool. Ouais, on a un micro pour les gens. Gary. D'abord, merci Philippe Jean. Carver vous a appris à traverser la route et vous m'avez appris à demander l'heure, mais surtout vous m'avez fait découvrir des musiques aussi, ou redécouvrir des groupes tels les Talking Heads ou Nisram ou d'autres. Ma question c'est comment vous choisissez vos musiques? Comment choisir un titre? Et est-ce que la longueur du morceau a une importance par exemple? Ça réunit beaucoup de choses la musique, hein. Ça réunit le rythme, ça réunit les paroles, ça réunit des tas de choses. Mais effectivement, il y a des chanteurs, enfin des musiciens qui me parlent directement.
On parlait de Leonard Cohen, j'adore Leonard Cohen. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois le rythme, c'est un superbe écrivain, c'est ce qui me dit me touche. J'ai envie de... C'est ça l'idée de l'échange aussi avec le lecteur. En fait, on parlait avec Bret Easton Ellis justement du nombre incalculable de choses qu'il cite. Et il me disait, quand j'écrivais Moins que Zéro, je notais, il avait 18 ans, tous les morceaux qu'il entendait dans la journée. Donc il en avait une liste à la fin qui était délirante. Et il me disait, mais c'est comme si je donnais quelque chose au lecteur. Écoutez ça. Parce que ça m'a... Il y a une étincelle qui s'est ouverte, qui s'est déclarée en moi, qui fait que c'est un plus. Et c'est génial. On en parlait hier, non, dans mais ce il y a des moment, gens il y a qui October disent, Blues qui est une merveille absolue. Je suis allé écouter cette chanson que je ne connaissais pas, c'est October Blues. C'est une merveille absolue. Si je peux me permettre, il y a un roman qui fait exception, hein, où les chansons que vous citez ne sont pas forcément celles que vous aimez. C'est Chéri Chéri. Je me rappelle même plus de ce que c'est. Ouais, il y a plein de trucs dedans. Je crois même qu'il y a Sardou, enfin il y a de la variété, pas possible. Non, il y a des trucs assez incroyables. C'est ma fille qui rentrait du Mexique et elle me dit tu devrais écouter, puis c'est plutôt le genre à écouter que des trucs punk, machin et tout ça. Elle m'a dit écoute ce truc-là. Et alors je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est un type qui s'appelle Simon Diaz qui chante une chanson qu'avait repris Barbara. Mais je déteste Barbara, pas Barbara, comment elle s'appelle cette Marie Laforêt. Ah, pas tout à fait pareil. Et depuis, je déteste Marie Laforêt parce qu'elle chante cette chanson que je cite dans mon livre, mais elle n'aborde que le côté féminin. Elle chante comme une femme devrait. Elle chante très très bien. Et lui, Simon Diaz, mais qui est un type comme Tino Rossi par exemple. C'est pas le type. Il a des petites chemises à manches courtes avec le fer à repasser. C'est Tino Rossi. Sauf qu'il a une voix incroyable et que des fois, dans la même phrase, la voix monte comme celle d'une femme et elle redescend comme celle d'un homme. C'est-à-dire que dans le même morceau, vous avez c'est une espèce de haut et de bas assez incroyable. C'est un homme et une femme qui chantent en même temps. Et moi, j'ai les poils des bras quand j'écoute ça, et qui est un vieux truc. Hein. Je crois que c'est... ils chantent ça pour... les tonadas, c'est des chansons qu'on faisait pour les types qui s'occupaient du bétail et des trucs comme ça. Et la fameuse tonadas, le mec, c'est une chanson pour le type qui vend des colliers pour les animaux. Et c'est d'une beauté. Moi, j'ai les poils des bras qui se hérissent, tellement c'est beau. C'est-à-dire que ça dépasse ce qu'il raconte rien d'intéressant, c'est des trucs des animaux, ça. Et c'est une espèce de... c'est magnifique. Donc je me dis à un moment, il faut que je me débrouille pour donner un petit plus, parce que le bouquin il vaut déjà 20 €, si je peux vous en mettre un petit peu plus pour le mettre. 20 € c'est en France, hein. Ici il est beaucoup plus cher. Attention, ici on est taxé sur les bouquins à mort. Ouais. Ouais. Ah non, c'est horrible. Je suis navré, on va devoir s'arrêter parce qu'il y a une autre rencontre sur la scène et j'aime bien laisser la place à l'heure. Je vous l'ai dit au début de cet entretien, hein, Philippe Jean est rare en promotion, il est très très rare en salon, sans compter... il est là. Sans compter ces titres de son dernier roman paru chez Flammarion. Je pense que si on veut qu'il revienne, alors il reviendra pas l'année prochaine, mais si on veut qu'il revienne dans 2, 3, 4 ans, il va falloir qu'il se souvienne de l'accueil que vous lui avez réservé. Je compte sur vous. Philippe Jean. Et tant qu'il est produit, il n'est même pas d'accord de signer ses bouquins. Donc vous voyez, on est vraiment incroyable, la totale.